Tout à l'heure, le GG et vous, on reparle ensemble de ce qui a fait le cœur de l'actualité et de ce qu'on peut dire les grandes gueules, Didier Giraud, Charles Consigny ou encore Jacques Maillot. D'abord, on accueille notre invité. RMC, le grand oral des grandes gueules. Il passe le grand oral des GG. Il s'agit de Stéphane Ravier, sénateur maire du 7e secteur de Marseille. Stéphane Ravier, bonjour. Bonjour. Il y a quelques temps, lorsque nous étions en direct de la grande mosquée de Bordeaux, vous aviez tweeté ce tweet qui semblait être à la fois critique et ironique. À quand l'appel à voter pour l'Union des démocrates musulmans, en nous interpellant directement? Ça vous aimiez pas que les grandes gueules soient en direct d'une mosquée? Ça vous a déplu? J'ai trouvé ça curieux. C'est vrai que j'ai hésité à envoyer ce tweet. Disons que j'ai hésité avec un autre tweet à l'appel du muezzin, écoutez les grandes gueules. Écoutez, non, j'ai trouvé ça curieux que vous vous précipitiez comme ça au lendemain de ce qui s'était passé, sans doute parce que les grandes gueules sont à l'image de ce que l'on peut entendre ici et là chaque jour sur toutes les ondes, sur toutes les chaînes, dans tous les journaux, lire dans tous les journaux, pas d'amalgame, 5 mg tous les matins, il faut prendre son petit cachet. Et au lendemain de ce qui s'est passé à Paris, commis par une poignée d'extrémistes, voilà, on se précipite dans les mosquées pour montrer que l'on n'a rien à reprocher aux musulmans en général, ce qui est vrai, bien sûr. Là, j'ai trouvé ça un petit peu curieux. On en fait trop dans ce pays, on en fait trop sur sous cette impulsion, sur cette volonté d'écarter les amalgames. Et bien sûr qu'il faut écarter les amalgames, il ne faut pas faire d'amalgames, mais il ne faut pas non plus être aveugle et sourd comme le fait volontairement Nicolas Sarkozy. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, il faut se débarrasser des éléments extrémistes, des salafistes, des fanatiques, parce qu'à force de ne pas faire d'amalgame, on ne fait rien pour ne pas rejeter l'autre, et à force de ne pas rejeter l'autre, on ne fait rien, et puis on finit par tuer les nôtres. Réaction, Jacques, puisque tu étais... Non, mais attends, Jacques, il était à l'émission. J'ai été à l'émission et je trouve que c'est au contraire une bonne initiative. Je trouve que l'imam de Bordeaux est en plus un recteur de la mosquée de qualité. Honnêtement, il y a des choses à modifier concernant le fonctionnement de l'islam de France, et là-dessus j'invente rien, puisque déjà Jean-Pierre Chevènement avait fait des propositions. Lorsque Sarkozy, que vous adorez, était ministre de l'Intérieur, il a fait aussi des propositions. Et ils ont échoué. Mais attendez, mais oui. Mais ils ont échoué parce que ce n'est pas aux politiques de réformer l'islam, c'est aux musulmans eux-mêmes. De quoi je me mêle? Mais c'est vrai que, d'ailleurs, il faut respecter la laïcité, c'est aux musulmans eux-mêmes. Mais par contre, il y a quand même une partie qui nous concerne, par exemple dans les prisons. De ce côté-là, il y a un manque. Il y a des pasteurs protestants, il y a des rabbins, ils ont un rôle important. C'est important qu'il y ait des imams qui soient formés. Là-dessus, il y a quand même des choses. Attendez, il n'y a pas beaucoup eu de protestants ni d'israélites qui ont commis ces derniers temps des attentats en France, quand même. La même chose pour les catholiques. Bon, moi j'ai visité la prison des Baumettes. Oui. J'ai visité, si on peut appeler ça une visite, il y a quelques semaines, et la directrice de cet établissement m'a clairement fait savoir qu'il y avait des gardiens formés pour ça, pour détecter des comportements déviants. Des comportements déviants, comme vous dites. Elle m'a très bien expliqué que les gardiens elle-même transmettait à sa hiérarchie que tel individu était en train de passer du côté obscur de l'islam, si je puis dire, et que la hiérarchie, comme on peut le voir ailleurs, ne bouge pas. Elle ne met pas les moyens, elle ne bouge pas. C'est la politique de l'autruche, surtout pas de vagues, pas d'amalgame, ça ne bouge pas. Et pourtant, le constat, il est fait, il est là, parce que ce sont les gens de terrain. Les gens de terrain, vous savez, on ne les écoute pas. Qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'à la fois, vous dites l'islam, c'est une affaire de musulmans, mais là, vous voulez quoi? Une intervention? Je comprends pas. Sur les extrémistes? Oui. Ils sont là, il faut bien qu'on s'en occupe. Donc là, l'État doit intervenir. L'État doit intervenir, à partir du moment où ils ont commis, et même avant de commettre, où ils tiennent des discours radicaux d'appel à la haine, au meurtre, il faut bien qu'on s'en occupe tout de suite. Or, je constate que deux extrémistes savoyards, entre guillemets, en tout cas vivant en Savoie, ont été relâchés dans la nature. Ce n'est pas le meilleur message envoyé à ces radicaux, de la fermeté
clé qui devrait être celle de l'État. Non mais attendez, ces deux savoyards, vous avez tous les éléments. Peut-être que finalement ils ont complètement changé. Non mais là-dessus, il faut le vérifier. Je suppose quand même que les magistrats, si un magistrat, faut arrêter de parler toujours du laxisme des magistrats. Si des magistrats, là c'est une décision importante, ont pris la décision de les remettre en liberté, ils ont dû faire vraiment les vérifications. Comme les frères Kouachi et Koulibaly. Il y a une réalité qui est que l'État français, la puissance publique française fait quand même preuve d'une certaine mollesse vis-à-vis de l'islamisme. D'une mollesse certaine, mais il la revendique. Et il la revendique. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes sous l'ère Rachida Dati, Christiane Taubira, parce que c'est les mêmes on tire à bout les roues. Ah ben écoutez, c'est bien Madame Rachida Dati, UMP, alors ministre de la Justice, qui la première, moins de 2 ans de prison, vous ne faisiez aucun jour de prison. Bon, mais la gauche, la gauche n'aime pas être en retard en matière de laxisme. Elle a plus que doublé la mise avec Madame Taubira. Là, on parle des petites peines. Lorsqu'on parle de terroristes, on parle pas de gens qui prennent moins de 2 ans. Ça n'a pas de rapport. Moi, je veux bien que vous tapiez sur Taubira parce que c'est devenu un peu le jeu de l'UMP et du FN. Constante dans tous les domaines. Entre les petites peines et des actes terroristes. C'est vrai dans les petites peines comme c'est vrai dans les grandes, ou en tout cas celles qui devraient être grandes. L'on assiste à Marseille. Écoutez, à Marseille, je vais prendre un exemple très concret. Il y a dans mon secteur, dans le 13e arrondissement, un local appartenant à Habitat Marseille-Provence qui a été un beau matin annexé, si je puis dire, par les barbus de la cité. Tout le monde le sait que ce sont des barbus, que ce sont des extrémistes. Ce sont les seuls désormais qui dispensent le message de l'islam dans cette cité où il y a des milliers de personnes et beaucoup de musulmans. Et bien personne ne fait rien. Le maire de Marseille ne fait rien. Le préfet de police ne fait rien parce qu'ils ont peur, monsieur. Ils ont peur de l'amalgame. Ils ont peur du candidaton. Ils ont peur que sur les stations de radio, eh bien, on les qualifie d'islamophobes parce que ils ont peur de perdre les élections. Et ils ont peur de donner raison à Marine Le Pen et au Front National. Il faut avoir du courage et il faut ces personnes-là, déjà, il faut les expulser de ce local. Ils n'ont pas à y être, il faut les expulser. Bien sûr qu'ils sont hors la loi, puisqu'ils n'ont pas signé de convention d'acceptation. Ils sont hors la loi. Vous êtes un élu de la République quand même, vous pouvez saisir les autorités et insister là-dessus. Oui, mais si le maire de... Attendez. C'est le maire de Marseille qui doit le faire, le président de HMP, mais pas moi. Moi, je ne suis qu'un maire de secteur, je n'ai pas les pouvoirs de le faire. Moi, j'ai le pouvoir et le devoir de le dénoncer, c'est ce que je fais ici aujourd'hui grâce à vous et je vous en remercie. Est-ce que vous avez par ailleurs saisi le ministre de l'Intérieur? Parce que le sujet est important. Le ministre de l'Intérieur, il est coupé des réalités lui aussi. Il est dans le déni. Et il est venu à Marseille accompagner le Premier ministre il y a quelques jours, le Premier ministre Monsieur Valls, qui est venu à Marseille nous vanter les bons chiffres de la sécurité. Il a été accueilli non pas sous les tonnerres d'applaudissements, mais sous les rafales de Kalachnikov. Alors quand vous avez affaire à des gens comme ça, qui sont coupés des réalités, qui viennent à Marseille ou ailleurs, avec des statistiques bidonnées, vous n'arrivez pas à les convaincre, vous n'arrivez pas à les raisonner. C'est ce que j'ai pu exprimer à la tribune du Sénat, mais on me regarde comme si j'étais un extraterrestre, au mieux, au pire, comme un ignoble facho, islamophobe, nazi, j'en passe, et des plus rocambolesques. Ils sont dans l'idéologie et surtout dans la crainte d'être dans l'amalgame. Moi, je leur dis, je refuse l'amalgame, et pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, attaquons-nous à ces cellules, à ces individus qui sont en train de mettre en péril la République. Est-ce qu'ils sont français? Et de faire en sorte que, et malheureusement, eh bien, souvent, ils sont français. Oui, les frères Kouachi, c'est vrai qu'ils étaient français, oui. Voilà, Par le droit du sol, par l'absurde droit du sol, eh bien voilà des gens qui auraient dû être déjà en prison. Je crois que certains ont été libérés un peu trop vite. C'est difficile de mettre en prison préventivement. Et quand l'on est, on peut pas mettre en prison des gens qui n'ont pas encore commis un acte. Et quand l'on tient des discours de haine, quand on appelle au meurtre, eh bien, il faut en subir les conséquences. Et pour celles et ceux qui ont commis ces actes et qui sont encore en vie, comme ceux qui sont déjà allés en Syrie, il faut les déchoir de leur nationalité française. La nationalité française, cela se mérite, c'est un honneur. Et à partir du moment où vous commettez des crimes abominables comme cela, que vous tuez comme on nous avait dit pour Mera, c'est le dernier. Plus jamais ça. Cet ignoble individu qui avait tué un militaire, qui avait tué cette petite fille dans une école à bout portant. Mais comment peut-on accepter que ces gens-là puissent bénéficier de la nationalité française? Il faut déjà les déchoir. Ça vous arrangerait intellectuellement qu'ils ne soient pas français, mais il se trouve que Mera, Koulibaly et Kouachi, ils ont des points communs, c'est qu'ils sont français. C'est déjà le résultat. Ils ont été à l'école de la République. Ils ont eu, d'ailleurs pour
certains leur chance vraiment en France. C'était le cas notamment des Kouachi et des Koulibaly. La France est assez généreuse, et ça j'en ai peut-être là-dessus, mais ce sont des Français, et je trouve qu'intellectuellement votre raisonnement tient plus, parce que si c'était d'afro-étrangers, vous pourriez dire je leur enlève la nationalité. À la limite, l'islamisme, le terrorisme islamiste, c'est une conséquence. La cause, c'est la politique d'immigration massive, c'est le laxisme, ou c'est le souhait de la classe UMPS que de faire perdurer ce droit du sol qui fabrique des Français de papier et qui ne sont pas des Français de cœur, que ça soit les frères Kouachi, les Koulibaly, j'en passe et les pires. Attendez, je voudrais poser une question sur l'immigration. Il y a 200 000 immigrés par an, et il semblerait, en plus, au moins, si c'est pas 300 000, et vous ne comptez pas les clandestins. Je vous en prie, monsieur Maillot. 200 000 par an, je vais aller dans votre sens, malheureusement, et il semblerait que maintenant, il y a près de 75 000, 100 000 clandestins. Alors, là, quel est votre programme précis pour est-ce que vous supprimez complètement l'immigration? Est-ce que vous faites une immigration choisie, sélective? Qu'est-ce que vous faites d'une manière précise? Monsieur Maillot, les étrangers qui viennent dans notre pays, même si c'est l'un des pays les plus beaux du monde, n'y viennent pas pour ces paysages. Ils y viennent pour y trouver une survie, puisqu'ils quittent un pays dans lequel, eh bien, il n'y avait ni travail, ni assistance sociale, ni quoi que ce soit. Et je les comprends. Malgré les apparences, j'ai un cœur, hein, ça ne se voit peut-être pas, mais je peux comprendre que les étrangers veuillent, eh bien, sauver leur famille et essayer de trouver une vie meilleure ailleurs. Et en l'occurrence, chez nous. Ils viennent chez nous pour y obtenir des avantages sociaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs, parce que la France, que l'on qualifie de tous les mots, est le pays le plus généreux du monde. Son peuple est le plus patient du monde, le plus tolérant du monde, parce que pour avoir subi une immigration que nous avons subie depuis 30 ans comme celle-là, il faut quand même être généreux et tolérant. Mais à un moment donné, c'est trop. Donc il faut faire comprendre aux candidats à l'immigration qu'ils n'obtiendront plus rien dans ce pays. Il faut donc réserver notre système social, y compris nos logements sociaux, aux Français d'abord, s'il nous en reste, et si les étrangers qui sont formés, compétents, qui aiment la France d'abord, eh bien s'ils souhaitent y venir, eh bien nous les accueillerons, mais de façon très sélective, je dirais. Mais il faut s'orienter vers une immigration zéro. Des étudiants, sans doute. Je peux prendre un exemple dans l'actualité. Armando Curri, ce jeune apprenti menuisier sans papier de 19 ans, albanais, qui a été désigné meilleur apprenti menuisier de France. On en fait quoi maintenant? Ça commence à faire beaucoup quand même. C'est la 4e année consécutive, et quel mépris pour les apprentis français. Hein, on fait passer encore une fois ce symbole de ce jeune homme qui a l'air sympathique. Il a l'air sympathique. Mais oui, au mérite. Mais il y a des Français qui cela va peut-être vous étonner, mais il y a des Français méritants dans ce pays. Hein, soyez-en convaincus. Et ce jeune homme ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt d'une immigration qui est en train de nous ruiner. 70 milliards d'euros par an. Armando Curri, on fait quoi maintenant? Armando Curri, on fait quoi? Écoutez, le président du Sénat, dans sa grande mansuétude, en a fait une nouvelle icône. Il va être difficile de revenir dessus. Bon, écoutez, voilà, il est... Vous pouvez pas désavouer le président Larcher, quand même. Je ne me gêne pas pour le faire dans ses choix politiques, mais là... Vous avez dit un chiffre que ça coûtait 70 milliards d'euros, à mon avis, ça je le conteste fondamentalement. Ah bon? Absolument. Oui, c'est ce que l'on nous dit. C'est ce que l'on dit depuis des années. La seule étude qui a été présentée, je dirais sur le plan financier, qui prouverait que l'immigration rapporterait à la France, c'était une étude faite par des étudiants de Lille. Et depuis, nous n'avons jamais plus rien eu, et jamais rien eu provenant des ministères. J'affirme que l'immigration nous coûte 70 milliards d'euros par an. Mais essayons d'avoir un débat. Là. Vous avez, cher monsieur, un ton, une façon de vous exprimer. Vous parlez de discours de haine, mais excusez-moi. Je suis passionné, monsieur. Je suis passionné, c'est mon défaut. Dans ce studio. Je suis passionné. Autant on a parfois des invités agressifs, autant là, c'est quand même. Enfin, on se demande. C'est parce que vous êtes pas Marseille. À Marseille, on a le sang chaud. Vous voyez, on est habitué. Oui, si tout le monde parle comme ça à Marseille, ça doit être une ambiance particulière. Essayons d'avoir un débat. Rien vous déstabilise. Venez dans les cités marseillaises. Tout à fait calme, moi, contrairement à vous, et je suis très calme. Peux énoncer des propos calmement.
Et en effet, moi je crois qu'il y a une paralysie aujourd'hui des pouvoirs publics face à la dérive islamiste qu'on connaît, parce que il y a en effet une terreur des pouvoirs publics de l'éditorial du Monde. Ça, c'est quelque chose qui existe, que j'ai lu sous la plume de Maxime Tandonnet. Ils ont tous peur en ce moment. De Maxime Tandonnet, l'ancien conseiller sécurité immigration de Sarkozy, qui expliquait qu'ils étaient paralysés parce que ils avaient peur de ce qu'allaient penser les journalistes du Monde de leur politique. Donc moi, j'invite les responsables publics à ne plus prendre en considération l'avis du journal Le Monde, qui, à mon avis, se trompe de manière régulière. Ce que je pense, c'est que... Donc tu penses la même chose que Stéphane Ravier? Non, mais j'essaie d'expliquer les choses plus calmement, mais vous dites la même chose. Non, parce que moi, je ne fais pas de distinction entre français de cœur et français de papier. Je trouve que c'est une distinction... Eh bien, il le faut, c'est bien là l'erreur. Non, vous avez bien tort, c'est une distinction dangereuse. Si on commence à aller regarder qui est français de cœur et qui est français de papier, on n'est pas arrivé. Les frères Kouachi, c'était les français de papier, mais il aurait fallu le savoir. Distinction à faire comme ça. Mais il y a une deuxième cause à la paralysie face à l'islamisme, qui est que très souvent les gens qui sont dans une dérive islamiste, jusqu'à ce qu'ils passent à l'acte, ils ne commettent pas de délit. Ils ne commettent pas de délit ni de crime. Donc la police ne peut rien faire, alors même qu'elle constate qu'ils sont en train de faire l'objet d'un endoctrinement, etc. Donc je pense moi qu'il faut modifier la loi pour condamner, pour faire plus de prévention sur la loi. La loi sera changée avec un autre, entre guillemets, personnel politique. Avec un autre personnel politique. Il ne faut pas compter sur l'UMPS pour changer la loi dans ce sens-là, mais plutôt sur Marine Le Pen. Vous pouvez nous faire confiance. Stéphane Ravier, vous restez avec nous. Question de Didier Giraud à suivre. On va quand même parler des départementales, parce que le Front National espère faire un gros score départemental. Surtout qu'à Marseille, si tu sais qui c'est. Que ferez-vous? C'est Guérini. Que ferez-vous? Eh oui, c'est Guérini. C'est Jean-Claude Guérini et Jean-Noël Gaudin. Voilà. Que ferez-vous? Je vous l'ai servi sur un plateau. De ce score départemental, comment le Front National veut-il agir dans les départements? On peut en parler aussi des assistants du FN au Parlement européen. Dans les GG, promis. RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC, le grand oral des grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, avec Jacques Maillot, Charles Consigny, Didier Giraud, notre ami agriculteur. Il passe le grand oral des GG, Stéphane Ravier, le sénateur maire Front National du 7e secteur de Marseille. Didier Giraud. Moi, ce que j'aurais voulu savoir dans la politique que vous comptez mener, c'est comment aujourd'hui on arrive à mener de front le développement du territoire rural par rapport à l'agrandissement des territoires urbains, parce que vous êtes dans un département qui se désertifie en même temps que la population urbaine a grandi. Et on a parlé des problèmes de la population urbaine, mais c'est pas l'essentiel de ce qui peut se passer sur le territoire, quoi. Et j'ai jamais rien écouté là-dessus depuis 6 mois. Il est clair que dans les Bouches-du-Rhône, il y a plus d'habitants hors Marseille qu'à Marseille, et Marseille tend à tout vampiriser. En tout cas, c'est le souhait de Jean-Claude Gaudin et de l'UMP marseillaise, mais pas de l'UMP hors Marseille, avec la fameuse métropole. Marseille étant ce qu'elle est, c'est-à-dire ruinée, et pas par hasard, par une politique rondement menée depuis 20 ans par son maire actuel. Eh bien, on essaie d'aller chercher ailleurs, dans les poches des autres, l'argent que nous n'avons plus à Marseille. Et donc la création de cette fameuse métropole pour mettre les petites communes, notamment les communes rurales, au service de Marseille. Ouais, alors, il est clair que la ruralité et les petites communes des Bouches-du-Rhône voient ça d'un très mauvais œil, de passer sous la coupe marseillaise. Mais vous dites Marseille est ruiné. Je vous interromps là-dessus parce que j'ai l'impression que il y a de Marseille, si j'ai bien compris, il y a le Marseille des Kalachnikov, des quartiers difficiles, et puis le Marseille des quartiers sud, avec un beau musée, avec un port qui rayonne, enfin en tout cas qui essaie de rayonner, et puis des Marseillais qui vivent bien. C'est-à-dire que on est souvent peut-être dans la caricature, et vous y participez peut-être d'une certaine façon en disant que Marseille est ruiné. Les gens qui sont très contents de vivre à Marseille. 1,8 milliard d'euros de dette, 2132 € par Marseillais, c'est quand même guère reluisant. Alors il est vrai qu'il y a ce carré d'or, le Mucem, le Palais Longchamp, Notre-Dame de la Garde et les Calanques. Ça, c'est le Marseille pour les touristes. Et puis, Marseille, c'est pas seulement ça, c'est 240 km² de quotidien pour les Marseillais. Mais il y a aussi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Avec l'eau du bain, dans les quartiers nord aussi, il y a des talents. Nous avons le laboratoire d'astrophysique de Marseille à Château-Gombert, dans le 13e arrondissement. C'est celui qui est à l'origine des caméras qui ont été posées sur ce robot qui est allé sur la comète. Vous voyez comme nous pouvons être talentueux. J'ai demandé d'ailleurs au maire de Marseille de remettre la
la médaille de la ville à ce laboratoire. Ben, il est dans les quartiers nord. Il y a des talents aussi dans les quartiers nord, il n'y a pas de doute. Mais pourquoi cette insécurité? En fait, ce que vous dénoncez, c'est une strate de trop, c'est ça? C'est une strate de trop, il y en a déjà beaucoup trop. Et cette métropole, non seulement c'est une strate de trop, elle est antidémocratique déjà au départ. 111 maires sur 119, quand compte les Bouches-du-Rhône, sont contre cette métropole. Et on ne les écoute pas. Vous voyez, comme quoi les démarches autoritaires ne viennent pas de celles et ceux que l'on pensait. Eh bien voilà, on ne les écoute pas et il ne faut pas s'étonner si à un moment donné, eh bien les électeurs se tournent vers celles et ceux qui les écoutent, celles et ceux qui sont sur le terrain, qui prennent en compte les réalités. Ce sont les candidats, les militants du Front National. Et vous dites qu'il y a une strate de trop, ça m'intéresse. Au niveau national, est-ce que vous envisagez de supprimer des échelons? Quelles sont vos propositions là-dessus? Par exemple, le département ne sert à rien. Du coup, ça c'est votre avis. Je dis surtout que le Sénat sert à rien. Le Sénat, 400 millions d'euros par an, c'est à supprimer, ça, mon cher Ravier. Tout ça, nous sommes très attachés à ce modèle issu de la Révolution. La commune, le département et la nation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les idéologues, au nom d'une mode, parce que c'est comme ça, parce que c'est dans l'air du temps, parce que l'Allemagne fait comme ça, alors il faut copier l'Allemagne sur tous les plans. Eh bien, le département, il faut le supprimer au profit de la région, des euro-régions, et déjà dans un premier temps d'une métropole. Il faut supprimer, ou il faudrait supprimer l'État au profit de cet euro-mondialisme. Il faut rien toucher. Qu'il faille toucher, oui, qu'il faille rénover, absolument, qu'il faille dépoussiérer, c'est tout à fait normal, logique et souhaitable, mais qu'il faille faire table rase du passé, parce que l'on a décidé à Berlin ou à Bruxelles que c'était l'avenir, eh bien nous nous y opposons parce que ça ne correspond pas aux réalités, aux besoins, aux désirs des habitants, des Français, parce que ce sont les Français, nous, que nous écoutons. Mais par exemple, vous êtes c'est eux qui décident. La suppression de l'échelon régional ou pas, si vous voulez garder le département? Nous souhaitons qu'il y ait que la région et le département. Nous souhaitons que les élus départementaux, on attend que les départements sont en voie d'être supprimés pour appeler ces élections départementales. Bref, donc c'est que ces élus des départements se réunissent pour aborder les problèmes régionaux. Mais il est vrai que la région pourrait, dans ce qu'elle est aujourd'hui, on a besoin de dépoussiérer ce système-là. C'est une strate. Vous parlez des départementales. Et on a du mal à. Vous parlez des départementales. On est à moins de 15 jours du premier tour. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi le FNPS? Nicolas Sarkozy dit que lorsqu'on vote Front National, finalement, on fait gagner la gauche. Parce que Nicolas Sarkozy estime qu'il est propriétaire des voix qui ne se porteraient pas sur la gauche. Voilà, tout ce qui se porte sur le Front National devrait, selon lui, aurait dû ou devront se porter sur l'UMP. Souvent des électeurs de droite. Encore une fois, et c'est surtout des électeurs qui vont pas voter. Et les électeurs du Front National sont des électeurs qui viennent de tous bords. Hein. Ça, Nicolas Sarkozy l'oublie un peu. Nicolas Sarkozy n'est pas le propriétaire de ses électeurs. Personne n'est propriétaire des électeurs, ils font ce qu'ils veulent. C'est bien le problème de l'UMP en ce moment, c'est que les électeurs reprennent leur liberté, ils brisent leur chaîne. Mais le FNPS, ça existe ou pas le FNPS? Comment peut-on affirmer une telle énormité, sauf à s'appeler Nicolas Sarkozy? En votant pour le Front National, vous faites élire le Front National, vous faites élire des candidats Front National, et c'est là la vraie différence. Nicolas Sarkozy, c'est lui et son état-major qui appelle à voter pour le Parti Socialiste quand il était encore président de la République. C'est lui qui avait fait ou qui avait appelé à faire battre Steve Briouat à l'occasion d'une élection municipale partielle. C'est à chaque fois l'UMP qui appellent à voter pour le Parti Socialiste. Ils sont pour le Nini maintenant. Ils sont pour le Nini. Ce que nous n'avons jamais fait. Nous laissons nos électeurs libres de leur choix. Le Nini, c'est déjà un encouragement à voter. Et c'est ce qu'a dit Sarkozy à l'occasion de l'élection dans le Doubs. Il a appelé et Juppé et Ceausescu Morizet. Juppé est beaucoup plus clair que Sarkozy. Là-dessus, lui, Juppé, il a appelé clairement. Ah oui, non, on voit bien que c'est un bébé Chirac. On sait très bien que Ceausescu Morizet aussi, ils ont appelé clairement à voter pour le Parti Socialiste. On sait très bien que Juppé est un bébé Chirac et qu'il est plus du centre gauche qu'à droite. Vous pouvez nous en dire plus? Au moins avec Juppé, c'est clair. Vous voyez, il a cette honnêteté intellectuelle et politique de dire voilà, c'est le Parti Socialiste
Mais avec Nicolas Sarkozy, c'est quasiment la même chose, et il l'affirme chaque jour un peu plus, plutôt le Parti socialiste que les patriotes du Front National. Merci Monsieur Sarkozy. Vous pouvez nous en dire plus sur ces 20 assistants de parlementaires européens FN qui sont soupçonnés de fraude, soupçonnés de pas travailler pour l'Union européenne. En tout cas, l'Office européen de lutte antifraude a été saisi par le président Schulz. Oui, Papa Schulz, mais vous nous en dire plus. Non, mais lui, il est pas drôle. Ouais. Que voulez-vous que je vous dise? Non, mais il est sérieux. Il a été saisi, et bien, une enquête sera sans doute menée avec sérieux, là, pour le coup. Attendons les résultats de l'enquête. Nous sommes très, très sereins, mais écoutez, c'est quand même, curieux, hein, et ce n'est pas le fruit du hasard. Après le délire du Premier ministre. C'est moi, je l'ai croisé à Marseille lorsqu'il est venu présenter ses fameux chiffres. Il y a eu une cérémonie républicaine en mairie de Marseille. Donc il a salué tous les parlementaires qui étaient devant lui en leur adressant un petit bonjour. À moi, il m'a serré la main sans m'adresser un bonjour. Il m'a regardé, l'espace de une fraction de seconde, et j'ai lu dans son regard une sorte de fanatisme. Il était, mais dans la haine des patriotes. Il m'a regardé, j'avais envie de lui dire, mais Dark Vador sort de ce corps. Il était, mais ça vous interpelle pas? Peut-être qu'il réprouve. Il suffit d'écouter l'Assemblée nationale. Quand les petits camarades de la CGT lui avaient coupé le sifflet, là, dans un meeting, parce que c'est un Premier ministre plus militant que Premier ministre. On lui a coupé le sifflet, ils lui ont coupé l'électricité, là. Il s'est mis à hurler, il est à l'état de crise permanente. C'est quand même intéressant. Il est habité par la haine des patriotes. Il est plus au sud que les Marseillais, peut-être. Les patriotes, là, une parenthèse. Tout le monde est patriote. Vous n'avez pas le monopole du patriotisme. Mais je l'espère. C'est insupportable. Et j'invite tous les patriotes à nous rejoindre, parce que nous sommes les seuls à défendre le patriotisme. Quel est le rapport avec les Il y a des patriotes au Parti socialiste, il y a des patriotes à l'UMP, à l'UDI et partout. Comment être patriote quand on est à l'UMP, au Parti socialiste, alors qu'ils abandonnent toutes les valeurs? Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question, c'était sur les assistants de parlementaires. Je vais y répondre. Tout le monde s'est embarqué sur Valls, mais moi je vais y répondre. Quand on est habité par la haine des patriotes comme les Monsieur Valls, c'est bien tous les moyens sont bons pour essayer de nous barrer la route démocratique de surcroît, mais à lui en utilisant des moyens qui sont les siens, quasiment d'appel à la haine et presque d'appel au meurtre. Quel est le rapport entre le président Schulz et Manuel Valls? Après ces déclarations de guerre, de haine qui ont été les siennes ces derniers jours, eh bien curieusement, le Parlement européen a été saisi de cette enquête. Je trouve ça curieux. Donc, dans le temps. Il y a une sorte de cause à effet là qui est assez sûr. Nous verrons bien. Je ne dis pas un complot. Je trouve ça curieux. Nous verrons bien. Vous avez parlé d'appel au meurtre, mais il n'a jamais fait d'appel au meurtre, le Premier ministre. Ressaisissez-vous, la Ravier, quand même. Quand on revendique, quand on affirme, je revendique la stigmatisation de Marine Le Pen après avoir dit que il avait peur que notre pays se fracasse contre le Front National. Il y a des esprits faibles dans ce pays qui pourraient. Ça, c'est des conséquences que vous tirez tout seul. Qui pourraient. Peut-être que vous avez un esprit. J'appelle le Premier ministre au ressaisissement. Il faut qu'il se ressaisisse parce que ces discours, ces appels pourraient être entendus par des esprits faibles et qui pourraient se croire autorisés à franchir un nouveau cap dans la violence faite à l'encontre des patriotes et notamment celle qui le représente, c'est-à-dire Marine Le Pen. Moi, j'appelle Marine Le Pen d'ailleurs à renforcer sa sécurité parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un tourbillon du délire et de la haine qui qui me font peur. Voilà. Merci Stéphane Ravier, sénateur maire du 7e secteur de Marseille, Front National. Merci d'avoir passé le grand oral. Merci aux grandes gueules de m'avoir invité. Le grand oral des GG. Nous dans un instant c'est le GG vous, puis à 13h.
Monsieur Éric Brunet. Oui, alors on a un peu bouleversé les programmes compte tenu de la terrible actualité. Et c'est 8 Français qui sont morts en Argentine. Donc on sera en édition spéciale. Et je crois qu'il y a beaucoup d'émotions. Je sais que Brahim Asloum, qui connaissait bien Alexis Vatine, par exemple, le jeune boxeur, sera avec nous et on reviendra bien évidemment sur ce qui s'est passé, les faits exacts, puisque désormais on a des éléments beaucoup plus précis. Donc ce rendez-vous à 13h, un rendez-vous extraordinaire. Et on reprendra la polémique et les débats demain, si vous voulez bien. Monsieur Éric Brunet à 13h et nous dans un instant dans le GG et vous, eh bien nous allons reparler bien sûr aussi de cet événement tragique, de la mort des 3 champions, Arto, Muffat et Bastine. Et puis on aura Sylvain Augier, vous savez, pilote d'hélicoptère. Si vous vous souvenez sur France 3 la carte au trésor, eh bien il sera avec nous en direct. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, les grandes gueules avec aujourd'hui le juriste Charles Consigny, avec Jacques Maillot, le fondateur du Voyagistes Nouvelles Frontières et notre agriculteur Didier Giraud. On a Sylvain Augier qui est en direct avec nous. Bonjour Sylvain Augier. Bonjour. Ancien animateur de la carte au trésor sur France 3, c'était entre 96 et 2005. Auteur de ce livre aussi à l'instant où tout a basculé aux éditions Carnet du Nord. On revient sur cette tragédie qui a coûté la vie à 10 personnes, parmi lesquelles 3 célèbres sportifs français. Double accident d'hélicoptère, le pilote que vous êtes qui avait vécu justement ces accidents. Comment vous réagissez, Sylvain Augier? Je suis d'abord très triste parce que c'est dramatique comme accident. Je pense que c'est tout bête. Ça a dû être une erreur de pilotage au décollage, à moins qu'il y ait une panne mécanique dans un des hélicos. C'est très fragile, un hélicoptère. Ça ne supporte pas la moindre collision, évidemment. Et puis les rotors qui tournent à toute vitesse, la circonférence qu'il faut observer quand on surveille le pilotage d'un hélicoptère, tout ça a pu contribuer à cet accident dramatique. Selon vous, c'est une erreur d'appréciation des 2 pilotes qu'on nous présente comme des hommes confirmés, des pilotes confirmés, hein? Ça peut être un pépin technique, ça peut être un rotor de queue qui lâche ou un problème dans les commandes du pas général de l'hélicoptère. C'est très difficile à dire, c'est un peu tôt, je crois, pour se prononcer là-dessus. En même temps, une fois de plus, c'est la société ALP qui est au cœur d'un drame après la mort d'un candidat de Koh-Lanta. Alors certains disent, mais ces jeux, est-ce qu'on prend pas trop de risques dans ces jeux d'aventure où on repousse un peu les limites? Oui, c'est sûr. Koh-Lanta, c'était une évidence. Et là, c'est un peu tôt pour le dire, vraiment une fois de plus. Mais je pense que oui, on repousse un peu les limites de ce qui est possible en prenant des risques exorbitants par rapport à l'enjeu, si vous voulez. C'est jamais qu'une émission de télévision. Mais c'est vrai que, cela dit, il y a des centaines d'heures d'émissions qui sont produites sans qu'il se passe aucun pépin. Là, ça met le doigt sur une difficulté particulière, mais il ne faut pas non plus généraliser. En même temps, c'est spectaculaire parce qu'il y a la personnalité des victimes. Et vous-même, lorsque vous étiez à la tête de la chasse au trésor, quelles étaient vos limites? On faisait très attention les uns par rapport aux autres. On était très très rigoureux sur la surveillance des hélicoptères quand ils volaient en patrouille notamment, ou quand ils décollaient simultanément. On était vraiment très très vigilants et c'est ça qui fait qu'on n'a pas eu d'accident, mais on savait qu'on flirtait avec le danger tout le temps. C'était ma question. Vous est-il arrivé d'avoir peur? Non, peur jamais. Non, on sentait qu'il y avait une tension. Vous saviez que c'était quelque chose de dangereux, votre émission, et le fait de faire voler des hélicoptères en patrouille? J'ai toujours pensé qu'il pouvait arriver un accident. Ça n'est jamais arrivé parce qu'on était très prudents. Mais vous voyez, le pilote de l'hélicoptère rouge s'est tué quelques mois après l'interruption de la carte, en rentrant dans un câble qu'il n'avait pas vu dans une station de ski. Donc c'est quand même un métier à haut risque, pilote d'hélico. Hein. C'est dangereux l'hélicoptère? Oui, c'est dangereux dans la mesure où ça permet d'aller dans tous les sens. On peut reculer, avancer de travers, voler très bas, voler très vite. C'est évidemment un engin dangereux, mais en général, les limites, ce sont les hommes qui les fixent, c'est pas la machine, évidemment. Là, c'était à peine 100 mètres d'altitude, juste quelques instants après le décollage, alors que les conditions météo, quand on voit les images qui sont sur les réseaux sociaux, tournées avec les portables par une partie de l'équipe, alors que le temps est magnifique, qu'il n'y a pas, a priori, d'éléments météo perturbants, Sylvain Augier. Apparemment pas, effectivement, sur les films que j'ai vus, on a l'impression qu'il fait grand beau. Maintenant, une fois encore, même dans des conditions météo clémentes, il suffit d'une erreur d'inattention ou d'une fausse manœuvre pour que le drame se produise. C'est ce qui s'est passé là, sans doute, si c'est pas technique, comme je vous le disais. Il n'y a pas de boîte noire, il n'y a pas d'enregistreur de vol dans les hélicoptères. Non, absolument pas. Non, ça se fait réserver aux avions de ligne. Ça, ce sera peut-être à mettre en place, Sylvain Augier, du coup, maintenant. Pardon ? Ce sera peut-être à mettre en place, ça. Peut-être, effectivement, il faut y repenser. C'est une bonne proposition que fait Marshall. Merci Sylvain Augier, merci d'avoir été avec nous quelques minutes. Merci. Au revoir, bonne journée Sylvain Augier. Ce qui est sûr, c'est que, enfin oui, il y a plus de mortalité chez les pilotes d'hélicoptères que chez les toiletteurs pour chiens. On est tous d'accord là-dessus. C'est pas sûr. Hein.
Ouais, si, quand même. On ne sait pas la condition des toiletteurs pour chiens. C'est que dans ce type d'émission, on est dans le c'est plus dangereux, les chiens qui mordent et tout ça. Ouais, enfin, c'était un exemple, Charles, mais on est dans le plus dangereux de ce qui peut se faire avec un hélicoptère, parce qu'ils volent en patrouille, ils font que décoller, atterrir, mais comme il l'a dit, Sylvain Augier, il y a aussi des milliers d'heures d'enregistrement qui se sont bien passées avant, quoi. Hein. 2 enquêteurs techniques français sont envoyés sur place, c'est ce qu'on apprend à l'instant, puisqu'il y a donc une enquête ouverte à Paris de la gendarmerie, et donc des techniciens français vont se rendre sur le lieu du crash. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Commercial dans les Pyrénées-Atlantiques. Et vous vouliez réagir dans les GG et vous avec nous aujourd'hui, Nicolas, parce que vous trouvez qu'on fait trop de polémiques alors que l'accident a eu lieu il y a à peine quelques heures. Oui, bonjour. Écoutez, moi ça fait plus de 10 ans maintenant que j'écoute RMC. J'ai toujours adoré les grandes gueules. Ça a toujours été une émission qui était force de proposition. Au moment des élections, au moment des divers problèmes, il y a toujours eu des propositions faites. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est de plus en plus une émission qui est force de destruction. C'est-à-dire que tout ce qui se passe tous les jours, on critique, c'est matière à polémique, c'est matière à procès, c'est matière à sous-entendu, à amalgame. Je trouve que c'est de plus en plus problématique. Donc moi, ça me gêne. Ces pauvres gens sont morts. Je pense que c'était des aventuriers. Moi, j'ai eu la chance de faire de BLM, de la plongée, plein de choses dans ma vie, donc je ne regrette pas. Je savais qu'il y avait des dangers. Je pense que ces gens savaient qu'il y a du danger à faire des émissions comme ça, qui sont des émissions d'aventure et pas de la pauvre télé-réalité comme on en voit de temps en temps avec les ch'tis, par exemple. Vous pensez que Camille Muffat, 25 ans, savait qu'elle elle mettait sa vie en danger en pratiquant, en faisant ce type d'émission? Je pense que quand on fait ce genre d'émission, c'est une émission d'aventure. Donc de toute façon, mais l'aventure, c'est pas forcément quelque chose qui doit déboucher sur un choix entre la vie et la mort. C'est commence au coin de la rue, l'aventure. Attendez, allez-y, Nicolas, allez-y. À partir du moment où on prend un risque dans la vie, on ne fait pas systématiquement un choix entre la vie et la mort. Moi, j'ai fait de la plongée sous-marine. Bah oui, moi aussi j'en ai fait. Mais quand on fait de la plongée, on se dit pas, je vais peut-être y rester. Je suis pas convaincu que Camille Muffat, lorsqu'elle monte à bord de cet hélicoptère, se dit je prends un risque. Si j'ai bien compris le principe de cette émission, c'était plus une émission qui interrogeait la capacité à se dépasser, à survivre, etc. Ça ne jouait pas sur la vie et la mort, quand même. Tout à fait, mais j'ai pas dit que je jouais la vie et la mort. Moi, j'ai juste dit que je savais qu'il y avait des risques dans des émissions comme ça. C'est une émission, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, où ils sont largués en pleine nature et ils doivent rejoindre un point. Donc, il y a toujours un risque quand on se retrouve tout seul en pleine nature. Donc, je pense qu'ils connaissent les risques de faire des émissions d'aventure en général. Ils sont suivis par un médecin. Oui, il y a une équipe médicale. Ils sont peut-être suivis par un médecin, mais à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi il faut systématiquement faire le procès et du producteur et de TF1. Mais on n'a pas fait le procès, on pose des questions. Alors, dans ce cas-là, on pose plus de questions et on trouve normal que des gens meurent. Moi, je trouve qu'on a fait, au contraire, très peu de polémique très peu par rapport à ce qu'on aurait pu faire. On aurait pu tomber à bras raccourcis sur tous les responsables potentiels. Allez-y, moi, Nicolas. inversement, je trouve que vous l'avez été beaucoup, justement. Je trouve que l'amalgame a été vite fait avec Koh-Lanta. C'est la même boîte de production, c'est pas un amalgame, c'est un fait. C'est la même boîte de production. Ouais, bien évidemment, mais à Londres, il y a eu un accident de Formule 1 il y a 15 jours, il faut arrêter la Formule 1 parce qu'il y a écoutez, l'année dernière. Donc, je rappelle qu'après les accidents de Formule 1, on a changé les règles de sécurité. Oui, forcément, on peut tirer des leçons des choses. Alors sinon, Nicolas, on fait comme si rien ne se passait et on tire jamais les leçons des accidents, en plus des accidents dramatiques pour le coup. Non, mais je trouve franchement qu'on veut rajouter du spectaculaire sur le spectaculaire. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de très grave, malheureux pour les gens, et je crois qu'on doit porter notre œil là-dessus. Mais maintenant, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas le moment de rajouter du spectaculaire et de remettre en cause, vous avez dit tout à l'heure, ça sonne le glas des émissions d'aventure à la télévision. Je pense que c'est un peu rapide et c'est un amalgame un peu rapide. Voilà, c'est mon avis. Nicolas, et vous l'avez donné avec nous sur AMC dans les GG en toute franchise. Merci, Nicolas. Continuez, merci beaucoup. Merci, Nicolas. À bientôt sur RMC dans les grandes gueules. Je voulais une réaction, celle de Sébastien aussi, qui nous écrit sur internet rmc.fr, un petit peu sur la même tonalité que Nicolas, en disant poser des questions, c'est une chose aujourd'hui, mais n'y a-t-il pas le temps du deuil? D'abord des premières explications à recevoir, et puis ensuite, en fonction des explications qui sont données, on peut à ce moment-là poser les questions pour savoir si on a toute la vérité, m'écrit-il sur internet. C'est amusant parce que quand un train déraille à Brétigny, 5 minutes après on fait le procès à la SNCF, et là personne se pose la question du deuil, de ce que peut ressentir des dirigeants, des responsables, des cheminots dans ce drame. Je voudrais pas le temps du deuil, c'est pour la famille, c'est pour les proches. Après de poser des questions et de s'interroger pourquoi on meurt à 25 ans dans un jeu télévisé, ça semble normal, Charles, non? Je vais te donner 20 secondes pour répondre à Françoise, qui écrit sur internet rmc.fr à l'intention du petit jeune étudiant en droit qu'aurait pu répondre François Hollande à la question du journaliste lui demandant ce qu'il éprouve après le terrible accident et la mort de ses grands champions.
J'en ai rien à foutre. Allez vous faire voir. La vie continue. Casse-toi, pauvre con. Ça confirme vraiment l'anti-hollandisme primaire Pas de du Monsieur tout. Consigny. Alors, Françoise Plougastel Daoulas, t'as 20 secondes. Chère Françoise, vous avez mal écouté ce que j'ai dit, puisque j'ai dit, s'il y a justement une personne au sujet de laquelle j'ai dit qu'elle devait réagir, c'est le président de la République, donc François Hollande. J'ai dit que lui, c'était normal qu'il réagisse. En revanche, je trouve que les autres en font beaucoup. Charles a un grand respect pour les institutions d'enseignement public. C'est la clé de voûte des institutions, le président de la République. Le 15 mars. Je suis un conservateur. Le lundi 16 mars, les grandes gueules en direct de l'Académie française à l'occasion de la semaine nationale de la langue française et de la francophonie. Le show des GG en direct de l'Académie française, carrément Brunet aussi. Les GG seront en direct dès 10h avec les académiciens Jean-Marie Roire, avec Éric Orsena, Jacques Maillot, Charles Consigny, Étienne Liebig. Et si une poignée d'entre vous veulent être privilégiés, déprivilégiés, assister à l'émission, envoyez-nous des vers. Les Alexandrins des vers, effectivement, Pas les des vers de GG terre. @rmc.fr. À vous de faire et à demain 10h. RMC, les grandes gueules s'écoutent aussi en podcast et sur rmc.fr. 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 Et sur rmc.fr.